Bonjour et bienvenue dans le Buzz Télé. Nous sommes partis pour 28 minutes de direct avec notre invité et d'interaction avec vous. Notre invité du jour, c'est une journaliste. Certains diront une redoutable reporter qui nous prouve que le journalisme surtout ne se pratique pas exclusivement derrière un bureau. À la tête notamment de Cache Investigation, ça fait déjà 8 ans. Cette ancienne présentatrice du journal télévisé n'hésite pas à faire le pied de grue devant les bureaux des grands dirigeants du pays, qui d'ailleurs traversent le trottoir dès qu'ils la croisent. Et si elle s'arrête sur ce plateau ce matin, ce n'est pas pour tout pour Cache Investigation, mais pour un autre magazine emblématique du service public, avec un sujet assez important puisqu'il nous concerne tous, ce petit objet. Eh oui. Élise Lucet, bonjour. Bonjour. Bienvenue dans le Buzz Télé. Sommes-nous tous accros à nos smartphones? Donc, il est le thème de l'émission de ce soir en prime time dans Envoyé spécial. Ne ratez pas notre émission écran. Avant de parler du fond de l'enquête, une question qui vous touche personnellement. Ce petit objet, il vous accompagne partout, tout le temps? Vous êtes totalement accro ou pas? Alors oui, il m'accompagne partout, tout le temps, parce que je suis comme tout le monde. J'ai absolument ma vie dans ce téléphone. Quand on est journaliste, en plus, on en a peut-être encore plus besoin. Mais je suis extrêmement distante avec lui. Nous avons des relations distantes. C'est-à-dire qu'il est toujours sur silencieux. Je ne mets jamais la sonnerie, je ne veux pas entendre les notifications et je le regarde quand je décide de le regarder. Et je n'ai pas du tout ce truc compulsif de plonger sur mon téléphone toutes les 8 minutes. Et vous avez déjà calculé le temps moyen que vous passez par jour sur Alors, votre smartphone ou pas? Franchement, pendant le confinement, c'était l'horreur. Parce qu'on a tous bossé sur les écrans et je parle à la fois du smartphone et de l'ordinateur. Je pense que je devais être entre 9 et 10 heures d'écran par jour pendant le confinement. Beaucoup pour des raisons professionnelles, mais comme tout le monde aussi. Et il faut être honnête, ça nous a servi pendant le confinement. On voyait nos amis grâce à ça, notre famille grâce à ça. Les apéros. Donc on peut s'interroger sur les... Oui, les apéros aussi, c'est vrai. Mais on peut s'interroger sur le côté néfaste des écrans, mais il faut aussi reconnaître qu'ils sont très utiles et qu'ils ont aussi bouleversé nos vies dans le bon sens. Donc on en est à ce moment-là, je pense, de la société. C'est-à-dire qu'on a vu tous les effets positifs, on voit aussi les effets négatifs. Et maintenant, il faut s'interroger soi-même sur notre propre comportement vis-à-vis de ces drôles d'appareils. On va poursuivre la discussion, mais je vous rappelle, nous sommes en direct sur le Figaro Live, diffusé à la fois sur évidemment TV Mag, la page Facebook TV Mag, le magazine, et également le Figaro.fr. Est-ce que vous faites partie des fidèles d'Élise Lucet, de ces deux magazines? Quels sont les sujets qu'ils ont éventuellement particulièrement touchés? Est-ce que vous êtes en attente du prochain Cache Investigation? Je sais que déjà Élise ne voudra pas en parler. C'est évidemment un secret, donc évitez ce type de questions. Dites-nous tout, mais en attendant, on retrouve tout de suite l'excellent Damien Canives pour les excellentes news médias du jour. Je vais plus passer les portes. Bonjour Damien. Bonjour Philippe, bonjour Élise. Rendez-vous traditionnel. Oui, on démarre comme ces toujours. News médias tous les jours. Élise, avec les audiences de la veille. Exactement, France 2 poursuivait la 6e saison de sa fabuleuse fiction Alex Hugo. La série portée par Samuel Le Bihan et Lionel Astier a encore cartonné au sommet du bon audience. 5,8 millions de téléspectateurs, 26,5% de part d'audience. Vous étiez devant, c'est ça? Yes. Non, mais c'est formidable. C'est vrai que Samuel Le Bihan, là, franchement, dans cette série, il cartonne. Ouais. C'est incroyable, ça marche vraiment très très bien. Et c'est vrai que ça augmente semaine après semaine, cette série. Ah oui, là, quand on arrive à des scores comme ça, on peut dire chapeau bas. Bon, TF1 est un petit peu derrière, il faut le dire, avec The Resident, la série américaine. Dommage, oui, c'est vrai, vous êtes fair play, 3,3 millions de téléspectateurs, 15,6% de part d'audience. Sur la 3e marche du podium, on retrouve un classique avec Indiana Jones et la dernière croisade. Le long métrage porté par Harrison Ford et Sean Connery a rassemblé 2,9 millions de téléspectateurs, 14,6% de part d'audience. Et on termine avec France 3, qui échoue au pied du podium. Dommage, me direz-vous, et c'était pourtant une belle balade. Signé Philippe Googler dans le magazine Faut pas rêver. C'était en Guadeloupe, cette fois-ci, 1,5 million de voyageurs, 7,5% du public. D'une manière générale, vous regardez beaucoup la télé ou vous êtes plutôt plateforme entre guillemets de SVOD, comme on dit, type Netflix ou Amazon Prime? De vous à moi, plateforme quasiment pas. Télé, oui, mais plutôt en replay. En fait, sauf les JT, parce que alors, les JT, moi j'ai fait 26 ans de JT et je suis toujours accro à l'info en direct. Et ça, je regarde énormément. Et puis, il m'arrive de regarder de temps en temps un prime time en direct. Mais comme j'ai pas beaucoup de temps dans ma vie, je préfère choisir mes petits moments où je vais regarder une émission en replay. À la carte, donc en replay. Et les séries, pas du tout.
Pas du tout. Ah non. Ce qui explique que vous n'alliez pas notamment sur Netflix pour ne citer. J'ai pas le temps. Pas le temps. C'est dit. Triste nouvelle, hein, l'un des candidats de l'actuelle saison de Koh-Lanta, diffusée sur TF1, est malheureusement décédé. Oui, il avait révélé en juillet dernier, au cours d'un entretien à la presse, qu'il était atteint d'un cancer et qu'il l'avait découvert après le tournage de l'émission d'aventure de TF1. Bertrand Kamal a perdu son combat contre la maladie. Il s'est éteint hier soir à l'âge de 31 ans. À travers un communiqué publié ce matin, TF1 salue la mémoire d'un aventurier fédérateur qui ne lâchait rien face à la difficulté. Ses adversaires et ses partenaires se souviendront de son fair-play et de son sourire communicatif. De son côté, l'animateur de l'émission, Denis Brognard, a réagi ce matin à travers un message publié sur son compte Twitter. « Je suis dévasté par le décès de Bertrand Kamal, un grand monsieur, un mec en or, un aventurier formidable », a-t-il écrit. TF1 et ALP ne semblent pas envisager pour le moment la suspension de la diffusion de l'émission. La chaîne et la société de production d'ailleurs ont décidé de lui dédier cette nouvelle saison. Sidi, enfin on termine ces news médias avec Damien et une folle rentrée pour monsieur Michel Denisot. Ah oui, là il est partout. Il est sur tous les fronts. Vous allez le voir, l'ex-présentateur du grand journal de Canal+, s'apprête à vivre une folle saison. Europe 1 a officialisé hier dans un premier temps, en fin de matinée, son arrivée sur la grille des programmes. Chaque samedi à 8h45, Michel Denisot conduira l'interview d'une personnalité dans la matinale qui est présentée par Pierre de Villeneuve. Dans cet entretien qui est intimiste et qui est baptisé Icône, il demandera aux célébrités qu'il reçoit de se livrer sur une personnalité peut-être aussi, qui ont marqué leur vie. Je demanderai à des sportifs, des artistes, des politiques, des chanteurs, quels sont les gens dont ils ne parlent jamais, mais qui ont marqué leur vie. C'est peut-être leur mari, leur femme, leur grand-père ou Victor Hugo. Voilà, c'est les intentions qu'il a dévoilées de chez nos confrères du Parisien. Et ce n'est pas tout, puisqu'en plus d'Europe 1, Michel Denisot est pressenti pour prendre la tête de la Ligue de football professionnel. Exactement, l'élection est prévue pour aujourd'hui et a priori, son nom devrait être officialisé dans l'après-midi. Voilà. Vous avez des indiscrétions. Écoutez, oui, disons que j'ai des petits contacts, voilà. Moïse Lucet, la radio, on vient de citer en effet Europe 1, la radio c'est un média qui pourrait vous attirer? Oui, j'ai commencé par la radio à Radio France à Caen, en Normandie. C'était une très très bonne école et j'adore la radio. Je l'écoute énormément. Vous me posiez la question de savoir si je regardais beaucoup la télé. En fait, j'écoute énormément la radio. Le matin plutôt? Le matin, le week-end, ça m'accompagne dans ma voiture aussi. C'est un média que j'adore. J'adore justement le côté intimiste de la radio. Et puis je trouve qu'on peut y faire, c'est très souple, on peut y faire énormément de choses très rapidement. Donc, pour l'instant, c'est impossible, vu mon emploi du temps. Oui, c'est pas possible du tout. Mais je ne dis pas non pour l'avenir, oui. Donc, ce message est entendu par quelques grands patrons de stations de radio françaises. Merci Damien pour CNews Média. Et tout de suite, on retrouve Élise Lucet pour l'interview du Buzz Télé. Je l'ai dit, vous présentez donc un nouveau numéro du magazine Envoyé spécial. C'est ce jeudi à 21h05 sur France 2. Vous vous intéressez à l'addiction au téléphone portable. On peut l'utiliser, je rappelle, pour jouer, pour payer, pour surfer sur Internet, pour correspondre, pour téléphoner éventuellement d'ailleurs, également dans le cadre du travail, ou tout à la fois aujourd'hui. Comment reconnaît-on vraiment un accro au portable, au mobile? Je pense que, regardez Damien là. Voilà. Il est accro là. On il ne voit pas, mais il est en train de surfer sur Internet. Des gens, en fait, quand le téléphone devient un prolongement de votre bras et que vous ne pouvez pas vivre sans votre téléphone, et que surtout, il y a quelque chose qu'on apprend dans le premier reportage où on a proposé à 2 personnes de vivre 2 semaines sans portable, 15 jours sans portable. Un test quasi de laboratoire, quoi. Enfin, quasi, mais en tout cas, c'est très intéressant parce qu'on s'identifie en fait à ces 2 personnes. Rodolphe, 14 ans, Séverine, 42 ans. Et tout à coup, on voit cette peur de manquer, en fait. C'est ça, le principal symptôme du fait qu'on soit accro au portable, c'est cette peur de rater quelque chose. Cette peur de toujours rater quelque chose. Donc de vérifier. S'il y a une notification, un message sur Facebook, une info que j'ai ratée, etc. Et ça, c'est vraiment un symptôme, on va dire, de boulimie numérique. C'est ce que nous dit Michael Stora, qui est le psychiatre qui travaille avec nous pendant ce reportage. Et là, quand on est en boulimie numérique, ça veut dire qu'il y a un problème ou qu'on est accro. Ce n'est pas forcément une question d'heure, parce que je le disais tout à l'heure, on peut aussi se servir de son téléphone pour travailler. Mais quand vous voyez par exemple que le Rodolphe est à en gros 6h30 de téléphone portable par jour, Séverine à 5h30 de téléphone par jour, là je pense qu'il faut commencer à s'interroger. Donc vous avez tenté de les sevrer, si j'ai bien compris. Est-ce qu'ils ont, ont survécu? Ils étaient consentants, hein.
Oui, quand même, faut le dire. Écoutez, ça a été très intéressant parce que Rodolphe est un ado et lui, on voit que il est né avec les smartphones, même un peu après. Il a 14 ans, vous dites. Voilà, il a 14 ans et on sent très très bien qu'il tente l'expérience parce qu'il a envie de voir ce que ça fait, mais que très rapidement, il va replonger derrière de la même manière. La seule chose qu'il a changé, c'est que désormais, il fait 2 heures de vélo par semaine, au moins il fait un peu de sport. Mais Séverine, en revanche, ça a été assez difficile. Elle a eu un moment où elle raconte que c'est comparable au moment où elle a arrêté de fumer. Elle a eu des palpitations, des angoisses. Elle était vraiment pas bien du tout. Et au final, il y a eu une prise de conscience sur la place des écrans dans sa vie. Elle a décidé de les mettre un peu à distance et on l'a eu au téléphone là, avant la diffusion de l'émission. Téléphone portable, évidemment. Ça peut être utile. Et voilà, et elle tient bon, c'est-à-dire qu'elle utilise effectivement ses écrans en gros 2 heures, 2 heures et demie, là où avant elle était à 5h30 par jour. Donc elle a limité par 2 son temps d'écran. Vous vous intéressez aussi dans les émissions aux effets du smartphone sur le cerveau. Est-ce que c'est grave, docteur ? Écoutez, on a suivi, et c'est vraiment très intéressant, même si c'est encore embryonnaire, la plus vaste étude menée sur le sujet dans le monde, qui réunit 11 000 enfants aux États-Unis, qui vont être suivis pendant 15 ans. Donc c'est ça qui est très intéressant, c'est une vraie étude épidémiologique. Donc dans 15 ans, on aura des résultats qui seront vraiment très intéressants. Là, ça commence, on est à 3 ans de cette expérience, et les chercheurs ont déjà détecté que pour les enfants qui sont les plus accros aux écrans, il y a une réduction du cortex cérébral. Le cortex, c'est un élément qui est ici, au centre du cerveau, et qui diminue tout à fait normalement dans une vie, mais qui diminue au fur et à mesure des années. Et en gros, vous avez un cortex assez épais quand vous avez 10 ans, 20 ans, 30 ans, puis au fur et à mesure, vers 40 ans, 50 ans, 60 ans, il rétrécit ce cortex. Or, sur les enfants qui utilisent vraiment très largement les écrans, il a déjà réduit. C'est-à-dire que c'est des enfants qui ont aujourd'hui 11 ans ou 12 ans, et dont le cortex cérébral a déjà réduit. Comme une personne âgée. Comme une personne âgée. Alors, les chercheurs se posent des questions. C'est-à-dire, est-ce que c'est une maturation plus rapide du cerveau ou est-ce que c'est un vieillissement plus rapide du cerveau ? Ils ne le savent pas encore. Ça, on aura la réponse. Mais en tout cas, ils sont assez inquiets quand même de constater ça seulement au bout de 3 ans d'études. Et cette étude va être extrêmement intéressante quand on en aura les résultats définitifs. Damien, place aux internautes et aux questions. Oui, effectivement. Alors, je ne sais pas s'il y a des gens qui ont le cortex réduit avec nous sur la page Facebook de TV Magazine, mais en tout cas, il y a du monde. Voilà, on salue Sylvain, on salue. On espère. S'ils utilisent beaucoup le téléphone, comme c'est le cas pour moi en ce moment, j'ai 3 écrans. Oui, mais c'est pour le boulot. C'est pour le boulot, effectivement. Justement, on va prendre une question de Tiffaine qui souhaite savoir, lorsque vous n'utilisez pas votre smartphone dans le cadre professionnel ou pour téléphoner, quel usage en faites-vous ? Alors, comme tout le monde, je cherche un resto, je le prends en GPS, je fais des recherches Internet sur des choses qui m'intéressent. C'est d'une banalité absolue, mais c'est vrai que c'est un couteau suisse. Vous jouez pas avec ? Un petit peu, mais franchement, j'ai pas beaucoup de temps. Ouais. Donc, comme j'ai pas beaucoup de temps, je peux pas jouer énormément. Mais vraiment, c'est plutôt mon couteau suisse. Mais tout le monde est un peu comme ça, non ? Dès qu'on se balade, dès qu'on veut visiter un truc, quand je suis dans une capitale étrangère, je mets mon itinéraire, comme on le voit dans le reportage pour Séverine à Londres. Hein. C'est la même chose, je prends des photos. Et vous paniquez lorsque vous êtes loin de votre téléphone, si vous l'oubliez chez vous par exemple, est-ce que vous allez avoir ces fameuses palpitations dont vous parlez ? Si je travaille, oui. Ouais. Si je ne travaille pas, non. Ça m'est arrivé plein de fois dans l'été de l'oublier. Hein. Je peux vous dire, c'est même, à mon avis, une bonne thérapie. C'est que je le mets dans un coin et je ne sais plus du tout où il est pendant 3 heures. Je ne sais plus où il est. Je l'ai posé dans un coin, je ne sais plus. Mais dès que je travaille, il faut qu'il soit là, oui. Dans un troisième sujet que vous diffusez, toujours dans le cadre d'Envoyé spécial, des anciens employés qui ont travaillé pour des géants du numérique parlent même de monstres. C'est le terme qu'ils emploient. Que faut-il faire pour les sevrer ? Oui, alors c'est plus que des anciens employés en fait. Nous, on les a appelés les repentis des applis, mais c'est des gens qui ont inventé l'iPhone, qui ont inventé le fameux scrolling, vous savez, qui fait que, en fait, d'ailleurs, il dit c'est un verre sans fond. Et c'est vrai que c'est un verre sans fond. Maintenant, quand vous êtes sur Insta, quand vous êtes sur Facebook, quand vous êtes sur Twitter, mais ça défile, ça défile, ça défile, ça ne s'arrête jamais. On a complètement oublié le moment où il fallait appuyer pour passer au suivant, etc. Et tous ces gens qui ont inventé les smartphones, les applis qui font qu'on est de plus en plus accro, aujourd'hui ont pris beaucoup de recul, au point que d'ailleurs la plupart d'entre eux envoient leurs enfants dans une école qui se trouve en Californie et où il y a 0 écran pour leurs enfants. Ils apprennent à faire de la broderie, de la ferronnerie, de la cuisine. Et quand l'institutrice devant nous les interroge en cours en leur disant « Mais qui a un téléphone portable parmi vous ?» Et on est face à des élèves qui sont en CM2 ou 6e, donc l'âge
auquel normalement les enfants commencent à avoir un portable, il y en a 0. Et ils ont droit, certes, il y en a une qui dit « moi j'ai droit à 2 heures tous les 2 mois ». Ou moi j'y ai droit quand je suis malade, et c'est tout. Et ce sont ces gens qui ont travaillé, ou qui travaillent encore pour les géants du numérique, donc pour les GAFAM aujourd'hui, qui mettent leurs enfants dans ces écoles-là, et qui sont totalement repentis, et qui cherchent maintenant à, entre guillemets, désintoxiquer les gens de ce qu'ils ont eux-mêmes inventé. Et justement, vous disiez de se désintoxiquer. S'il y a un conseil que vous devriez donner aux téléspectateurs qui vont suivre ces reportages ce soir, c'est lequel? Principal vis-à-vis du smartphone? Moi, je dirais très franchement, mais c'est un conseil un peu, le remettre à sa place, savoir l'éteindre. Alors, ce qui est intéressant, c'est que dans le reportage, il y a un des repentis qui dit « Mettez votre écran sur noir et blanc ». C'est-à-dire c'est pas idiot. Vous pouvez le mettre sur noir et blanc et vous allez voir qu'il est beaucoup moins attractif. Vous enlevez toutes les couleurs de votre écran et vous allez voir que tout à coup, c'est moins sexy, quoi. Vous avez moins envie de le regarder. Et je trouve que c'est pas un mauvais conseil, en fait. Si on veut prendre ses distances, tout à coup, de le rendre moins sympa, ce téléphone. Une question. Et puis après, vous savez, il y a un très bon conseil, c'est discuter avec les gens qu'on aime. En général, quand on discute avec les gens qu'on aime, on oublie son portable. Pas toujours facile avec les ados. Parce qu'ils sont sur leur portable. Ça sent le vécu, ceci dit. Damien. On salue Midou qui est avec nous sur la page Facebook de TV Magazine et on va prendre une question de Sylvain, qui en a beaucoup, mais on va en prendre au moins une. Oui. Est-ce qu'un jour Envoyé spécial sera en direct? Est-ce que vous avez l'intention de proposer des numéros en direct? Alors, on a fait Envoyé spécial en direct pendant toute la crise du coronavirus parce qu'on n'avait pas le choix, en fait. On ne pouvait pas tourner dans les rues de Paris. Parce que nous, on adore être en proximité. Enfin, moi, j'adore être en proximité avec les téléspectateurs. Et c'était impossible, on n'avait pas le droit de tourner dans la rue. Donc, du coup, on a fait tous les numéros, en gros, de mars à juin, sauf le dernier, en direct. Donc, évidemment, c'est une possibilité. Moi, ce qui m'ennuierait si on était en direct en studio, c'est qu'on perd justement le sel de pouvoir interroger des gens dans la rue et d'être directement avec eux pour parler des sujets qu'on aborde dans l'émission. Mais le direct, bien sûr, moi j'adore ça, j'en ai fait pendant 26 ans pour les journaux et c'est un outil formidable. La crise du Covid aujourd'hui impacte encore, évidemment, j'imagine, les tournages à la fois d'Envoyé spécial et de Cache Investigation. Beaucoup moins là en ce moment, mais je ne vous cache pas qu'on est un peu angoissé vu les derniers propos du professeur Delfrécy, qui dit que le gouvernement va devoir prendre des mesures qui seront… Le président du conseil scientifique, on rappelle. Le président du conseil scientifique, vous avez tout à fait raison, des mesures qui pourraient être douloureuses dans les 15 jours à venir. Donc on tremble tous un peu parce qu'effectivement, de mars à juin, pour nous, les tournages, il n'y en avait quasiment plus, sauf sur le coronavirus, ce qui a fait d'ailleurs que beaucoup de gens nous ont dit « Ah là, mais vous ne parlez que de ça », mais en fait, on ne pouvait tourner que ça. Et je salue d'ailleurs l'équipe d'Envoyé spécial qui a très très bien travaillé. Enfin, on a eu une rédaction hyper impliquée sur le sujet du coronavirus, et qui parfois d'ailleurs s'est retrouvée pour l'une de nos reporters 15 jours en service d'urgence dans des conditions très compliquées. Mais il y a une vraie mobilisation de la rédaction d'Envoyé spécial sur ce sujet, ça c'est sûr. Damien. Allez, on va voir une question de Maurice, qui est assez intéressante, c'est vrai, on peut se la poser. À l'heure de la distanciation physique, comment allez-vous faire pour approcher les patrons d'entreprise dans Cache Investigation? C'est vrai qu'on vous voyait assez proche d'eux lorsque vous marchiez à leur côté parce qu'ils ne voulaient pas répondre à vos questions. Comment vous allez faire cette fois-ci? Vous allez utiliser une perche? Comment ça va se dérouler? Alors la perche, on l'a toujours. Notre preneur de son, il y a toujours une perche immense justement pour aller à la pêche au son, parce que parfois ils marmonnent. Là en plus, ils vont marmonner dans leur masque, donc ça va être… ils vont masquer… dans tous les sens du terme. Voilà. Et non, mais on fait très attention en fait. On n'est pas au-dessus des lois, nous, les journalistes. Là, par exemple, vous et moi, on est à 2,50 m, donc on respecte les distances de sécurité. Et dans la rue, là, quand j'étais lundi en tournage, pareil, on a fait exactement les mêmes choses. On fait très attention aux gens qu'on interviewe. On ne veut pas les mettre en danger et nous-mêmes, on veut tout simplement respecter la loi. Et vendredi dernier, on était aussi en tournage, mais cette fois en studio. Et la personne que j'interviewais, pareil, était à 1,50 m et on l'a dit à l'antenne. Clairement, nous, on se pose, on respecte les lois comme tout le monde. Donc pour prolonger la question de Maurice, ces séquences où l'on vous voit à côté des chefs d'entreprise, on va en voir moins du coup au cours des prochains numéros. Non, je vais courir après eux, mais à 1,50 m. Mais beaucoup plus loin. On peut avoir la voix qui porte. On vous fait confiance. Parce que les questions s'entendent. C'est vrai. Avec masque ou sans masque. Avec un porte-voix. On en parlait, Cache Investigation, ça revient quand? Bientôt. C'est-à-dire? Je ne peux pas vous dire. Quoi, il y a un sujet si explosif que ça non, doit pas être du une arme tout. secrète. Mais vous savez, vous le savez depuis le temps que vous me recevez, Philippe et Damien, que je suis toujours extrêmement discrète. C'est-à-dire, tant que l'émission n'est pas annoncée, on ne l'annonce pas. On n'en parle pas publiquement. Donc pour l'instant, l'émission n'est pas annoncée, mais elle revient bientôt.
Je vais citer les paroles de Laurent Guimier, qui vient d'arriver comme nouveau patron de l'information de France Télévisions, à l'occasion d'une interview d'ailleurs accordée au Figaro. Aujourd'hui, dans les médias, on a du mal à se parler, à s'écouter, à reconnaître que l'autre a raison. En France, on préfère chercher des coupables que de chercher des solutions. Est-ce que vous partagez ce premier constat ? Oui, parce qu'on y a beaucoup réfléchi en fait, à la fois dans Cache Investigation et dans Envoyé spécial. On travaille beaucoup là-dessus. Je pense qu'effectivement, là où Laurent Guimier a raison, mais c'est aussi une conversation que j'ai eue avec Delphine Ernotte, la présidente de France Télévisions. La présidente de France Télévisions, c'est que c'est très intéressant. Le journalisme d'investigation doit effectivement dénoncer des dérives, travailler sur ce qui ne fonctionne pas, mais doit aussi, pour ne pas désespérer les téléspectateurs et pour ne pas aller dans le tous pourri. Moi, je ne veux absolument pas aller là-dedans. Vraiment, ça c'est extrêmement clair. Dans les deux équipes, dans Envoyé spécial et Cache Investigation, personne ne veut aller là-dedans. Donc, on doit aussi dresser des pistes. Alors, pour Cache Investigation, par exemple, on a fait un numéro sur la discrimination homme-femme, discrimination salariale dans les entreprises. Et les 20 dernières minutes de l'enquête étaient consacrées à ce qui s'est passé au Québec, où il y a eu une revalorisation massive de tous les métiers à prédominance féminine, dont notamment les infirmières, et qui était, mais c'était enthousiasmant, c'est-à-dire que c'était un truc où on se disait « Ah, mais c'est possible, alors ils l'ont fait, c'est possible », et on voyait ce que ça avait changé dans le pays, et c'était très positif. Dans Envoyé spécial, on a une rubrique qui s'appelle « Il change le monde », et là, pour le coup, on met en valeur vraiment des gens qui se sont engagés dans des causes et qui ont fait bouger les lignes et qui le font de manière très positive. Donc on a ça en tête, on a cette volonté de mettre en avant des gens qui sont aussi ceux qui nous montrent les pistes pour demain. C'est très important de le faire. Moi, je pense que le journalisme, c'est aussi ça, c'est aussi de tracer les pistes qui vont nous donner de l'espoir pour demain. Surtout dans ces périodes-là, avec le coronavirus, là, on a aussi envie de ça, très franchement. Positif. Oui. Damien. Allez, on va prendre une question de Loulou Picard. Ça doit être un pseudo, on imagine. Est-ce que les magazines d'information sur le service public sont menacés? Est-ce que vous avez des écoutez, pas que je le sache, non, je n'ai pas du tout ce sentiment. Je vais bien sûr rencontrer Laurent Guimier assez rapidement, mais pas que je sache. Et je pense même que dans la tête de Delphine Ernotte, la PDG qui vient d'être reconduite de France Télévisions, c'est aussi un ADN du service public extrêmement puissant. Elle l'a souvent dit, elle le revendique. Après que ces magazines doivent évoluer, c'est une évidence, et ils évoluent constamment. C'est-à-dire que moi, je n'en dirige entre guillemets que 2, ce qui est déjà beaucoup, mais on a en tête toujours cette évolution constante des magazines. On ne peut pas rester, alors que la société elle-même est en train de bouger, et bouger très vite. Là, quand on parle des smartphones, par exemple, on a vu comment, à la rapidité avec laquelle ça a bougé, on ne peut pas rester statique. Il faut que ces magazines soient souples, agiles, en constante évolution. C'est impératif. Et on a toujours ça en tête. On est toujours en train de se remettre en cause, écouter la société, écouter les Français, les citoyens, et leur répondre de la manière la plus journalistique possible. Laurent Guimier a justement dit, également s'est confié pour dire qu'il fallait réfléchir avec vous d'ailleurs sur l'évolution de ces magazines. S'il y a une critique que vous pourriez vous faire à vous-même, entre guillemets, au travail réalisé dans vos reportages, ce serait laquelle? C'est toujours difficile de s'auto-analyser. Qu'est-ce qu'on doit changer éventuellement? Non, mais moi je pense que là, avec Elsa Margou, qui est la directrice des magazines, Sébastien Vibert, le rédacteur en chef, et Séverine Lebrun de Envoyé spécial, on a vraiment fait bouger le magazine Envoyé spécial. On a créé des rubriques, et donc là, quand on fait des spéciales aussi sur le téléphone portable, ça c'est nouveau, il n'y en avait pas dans Envoyé spécial. On a créé des rubriques qui sont un peu vie ma vie. La semaine prochaine, on aura un super reportage où on a un conducteur de voiture, on va dire très haut de gamme, et un cycliste qui sont à Toulouse et qui échangent leur rôle. C'est-à-dire qu'à un moment, il y en a un qui prend le vélo, l'autre la voiture, et qui essaie. On a créé beaucoup de formats comme ça qui permettent de s'identifier. Ma vie sans plastique, par exemple, on a fait un reportage qui a très très bien marché. Et où on éprouve les choses, et on est, si vous voulez, pas des journalistes qui sont en train d'observer de loin les citoyens et les Français, mais on éprouve les choses au même titre qu'eux. Et ça, c'est très intéressant, parce qu'il y a un pouvoir d'identification dans ces reportages-là qui ne nous empêche pas de poser les bonnes questions. On pose les bonnes questions de la même manière que si on avait fait une enquête. Mais, de fait, on réfléchit à des formats, et c'est vrai que là, on en a mis beaucoup en place ces derniers temps. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas réfléchir à d'autres.
Mais on est dans cette volonté d'être en constante évolution, et pour Cash aussi, on est dans cette volonté d'être en constante évolution. Non, pour Cash, il faudra qu'on attende encore un peu, si j'ai bien. Pas d'indiscrétion. Damien. Alors, on salue avec le coude, bien sûr, Sophie qui est avec nous sur la page Facebook, Mazel, Alexandre. Salut, voilà, exactement, salut. Et puis, une question de Guillaume, tiens, c'est intéressante. Qu'est-ce que vous répondriez à TF1 si la chaîne vous proposait de prendre la relève de Jean-Pierre Pernaut au journal télévisé de 13h? Alors, sans hésiter, non. Ah bah voilà, au moins c'est clair. Ah, voilà, pas de langue de bois, c'est non. Je suis très bien sur le service public. J'adore le service public. Il y a d'autres questions en ce sens. Le JT, ça vous manque? À chaque fois, on vous pose la question. Et toujours non. Et toujours non, ça n'a pas changé. Vous n'êtes pas réveillé un matin en vous disant... Non, 26 ans, c'est bon. J'ai bien éprouvé ce que c'était que le JT. J'ai adoré le faire, mais je suis vraiment ravie de là où je suis. Et ravie d'être dans le service public où, je le dis, on peut faire des reportages qu'on ne fait pas ailleurs. On a une grande liberté éditoriale. Grâce aussi à Delphine Ernotte, qui nous soutient vraiment dans cette liberté éditoriale. Mais on a bien sûr des pressions économiques et politiques, mais la direction de France Télévisions nous dit faites vos enquêtes, allez-y en toute liberté éditoriale. Donc c'est très important, cette liberté-là, je ne l'aurais pas ailleurs. Autre engagement, autre émission. Le jeudi 1er octobre, France 2 se mobilise pour venir en aide au peuple libanais après l'explosion qui a dévisagé la capitale du pays. C'était le 4 août dernier. Une soirée qui commence à 21h05, animée par Léa Salamé Nagui et vous-même. Quel va être le dispositif et l'ambition de cette émission spéciale? Tous unis pour le Liban. Bon, déjà là, en 5 mots, vous avez compris. Je pense qu'on a une relation très particulière avec ce pays. La France et le Liban ont une relation très particulière. Donc France Télévisions avait vraiment envie de s'engager aux côtés d'Ibrahim Maalouf. Qui donc est aussi le grand organisateur de cette soirée. Il y aura à la fois une partie information dont on va se charger, mais qui sera assez courte, qui fera une demi-heure, et où en gros, si vous voulez, vous aurez un important reportage d'envoyé spécial. Moi, je serai sur le terrain à Beyrouth. A priori, pas en direct, parce que si je suis en direct, je serai dans le noir total et on ne verra pas la capitale libanaise, donc ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Je pense qu'on va enregistrer les plateaux le matin même ou la veille pour aller à la rencontre des Libanais, pour bien comprendre 2 mois après cette terrible explosion où ils en sont, enfin un peu plus de 2 mois, et ressentir comment ça a été vraiment pour eux une catastrophe, un traumatisme profond. Et tenter de les aider. Donner la parole aussi aux Libanais justement sur cette relation qu'ils ont avec la France. Nagui anime un immense concert où il y a énormément de stars qui ont répondu présent. Moi, ça ne m'étonne pas plus que ça parce que c'est vrai qu'on a cet attachement au Liban, donc les stars ont dit immédiatement oui. Il y aura des stars libanaises, il y aura des stars françaises, des stars internationales. Et Léa, normalement, qui fait la matinale de France Inter, je crois, au Liban, interviewera aussi des artistes libanais au Liban, en direct. Donc vous voyez, vous avez un dispositif qui est assez important, et en seconde partie de soirée, il y aura la retransmission du concert de Mika, qui lui aussi... c'est mobilisé. Voilà, et puis il y a des attaches très très profondes avec le Liban, et donc voilà, c'est vraiment une soirée spéciale. J'espère que les Français répondront présents, parce que on a nos cousins québécois, mais je pense qu'on a aussi nos cousins libanais. Je rappelle, donc c'est le jeudi 1er octobre. Élise Lucet, on ne peut pas se quitter sur très rapidement notre rubrique sucré-salé. Alors, vous connaissez le principe, on soumet 2 propositions, évidemment, vous devez en choisir qu'une seule. Alors, sucré-salé, envoyé spécial ou cash investigation? Vous me la faites à chaque fois. Oui, mais non, on n'a pas la réponse. Et à chaque fois, je vous réponds la même chose, c'est impossible de choisir. Alors, la concurrence, enquête exclusive ou zone interdite? Zone interdite. Zone interdite. Présenter un journal ou enquêter sur le terrain, vous l'avez déjà un peu répondu. Enquêter sur le terrain. Aujourd'hui. Aujourd'hui. J'ai pris beaucoup de plaisir à présenter les journaux, mais aujourd'hui, enquêter sur le terrain. Votre confrère Julien Bugier ou Jacques Cardoz, les deux ont également des magazines. À chaque fois, vous me faites des trucs pas possibles. On essaie de faire vous voulez me faire des ennemis, en fait, c'est ça? Alors, je vais dire Julien Cardoz et Jacques Bugier. D'accord, voilà. Très bien. La concurrence, Hugo Clément ou Bernard de la Villardière? Hugo Clément. Hugo Clément. Bon. Sans hésiter. Je pense que si vous voulez, le sujet de l'environnement est tellement fort et qu'il l'incarne en partie, pas lui, pas que lui, j'allais dire, Martin Boudot aussi sur France 5. Mais voilà, c'est des sujets hyper importants et France 5 va devenir une chaîne en grande partie dédiée justement aux problèmes environnementaux et je pense que ça aussi, c'est très important pour le service public d'être positionné là. Merci Élise Lucet d'être venue sur le plateau de Buzz Télé. Donc, vous restez encore quelques instants avec nous. Évidemment, donc, on vous retrouve dès ce soir. On rappelle, envoyé spécial donc, avec
l'addiction au smartphone. Et demain, nous recevons un nouvel invité. Exactement. Demain, on passe de l'univers de l'information à l'univers des paysans, des agriculteurs et en même temps celui de l'amour, puisque nous recevrons Karine Le Marchand, l'animatrice de L'amour est dans le pré, qui va lancer une nouvelle saison, pleine de nouveautés. Elle viendra nous en parler justement demain. Et on le rappelle, c'est sur M6. Exactement, sur M6. D'ici là, envoyé spécial avec Élise Lucet dès ce soir. Merci. Bonne journée. Merci à vous, très bonne journée. Bonne journée.